Islam et islamisme, un islam pour demain, conférence passerelle du 15 novembre 2012 par Jacques Hunsinger, ancien ambassadeur de France. En fait, cette conférence de ce soir s'inscrit dans la trilogie des 3 conférences que nous faisons pour Passerelle, celle d'il y a un mois sur la Méditerranée, celle de ce soir sur islam, islamisme, et celle de décembre sur le dialogue interreligieux islam-christianisme. Chaque sujet est spécifique, mais disons qu'il y a un fil rouge qui parcourt ces 3 conférences. Espérons-le. Voilà. Et qui est celui de la comment dire, de l'obsession vécue en Europe, sur la rive nord de la Méditerranée, à l'égard de la rive sud, à l'égard des problèmes de l'islam, comme l'on dit. Et que cette obsession est nourrie de beaucoup de choses, stéréotypes, fantasmes, mémoires, malentendus, et elle est aussi nourrie de la difficulté de compréhension des réalités qui sont celles de la rive sud de la Méditerranée. La fameuse phrase du colonel de Gaulle dans les années 30, partons dans le monde compliqué de l'Orient avec des idées simples, est toujours d'actualité. Mais avoir des idées simples, des idées, de véritables idées, non pas simplement des stéréotypes, ça n'est pas simple non plus. D'avoir des idées simples, d'avoir des grilles de lecture qui permettent de décrypter ce qui se passe sur l'autre rive, qui est très proche géographiquement, mais très lointaine culturellement. C'est le paradoxe de la Méditerranée, c'est que nous sommes dans un monde, il y a 30 kilomètres qui nous séparent, à Gibraltar, mais des siècles, disons, de malentendus, de fossés, de conflits, qui font que cette relation est extraordinairement opaque. Alors, ce soir, le thème de notre entretien est celui de l'islam et de l'islamisme. Je rajouterai de la modernité. Islam, islamisme et modernité. Partons de la perception du regard qui est le nôtre, qui est celui des Européens, du monde occidental, à l'égard de l'islam. Il y a eu, et il y a encore, ce que j'appelle l'obsession occidentale, qui s'est cristallisée avec le 11 septembre et les attentats qui ont suivi en Europe, Londres, Madrid, dans lesquels l'Europe, le monde occidental, sidéré, effrayé, aperçut ce monde de l'islam comme un monde intrinsèquement dangereux, dans lequel la violence, le terrorisme avaient encore toute sa place, à côté d'un conservatisme qui était dénoncé et critiqué. Puis, l'obsession a fait place à la surprise,
la surprise occidentale à l'apparition des printemps arabes dans l'hiver 2011. Tunisie, Égypte, les images de la place Tahrir, montrées à la télévision tous les soirs, et la surprise totale que nous avons éprouvée quant à la chute de ces régimes et quant à l'émergence de générations qui affirmaient vouloir la liberté, la démocratie et le droit. Et puis aujourd'hui, c'est l'inquiétude. L'inquiétude occidentale après les élections tunisiennes et égyptiennes. C'est le fameux titre du Nouvel Observateur d'il y a 8 mois. Après les printemps arabes, les hivers islamistes. Et cette succession de 3 perceptions, l'obsession, la surprise, l'inquiétude, révèle à quel point nous avons du mal à comprendre ce qui se passe et ce qui se déroule près de nous. Et je dirais en même temps près et loin de nous. Et c'est la question lancinante posée sur l'islam. L'islam, l'une des 3 religions monothéistes, n'est-il pas intrinsèquement pervers? Pour reprendre cette interrogation formulée, vous vous souvenez, à l'égard du communisme, de l'idéologie du communisme. L'islam n'est-il pas en soi-même dangereux? Au fond de nous, cette interrogation existe. Et la première réponse que je ferai, avant d'entrer dans l'archéologie de notre sujet, c'est que il y a, en tous les cas, à mes yeux, un élément de différenciation profonde, aujourd'hui comme hier, entre les 2 rives, qui est la place du religieux. Nous sommes complètement habitués, quelles que soient nos sensibilités, nos croyances, à vivre dans un monde laïcisé, sécularisé, depuis 2 siècles, où le religieux est sorti du champ politique, où le religieux est ce qu'on appelle un sentiment du fort intérieur, et où la distinction entre la société, le politique et le religieux est actée. Eh bien, ça n'est pas la réalité de la rive sud de la Méditerranée. Il continuera à y avoir une hyper-présence du religieux. Le religieux est présent au sud de la Méditerranée de 3 façons. Culturellement, sociétalement et politiquement. Culturellement, parce que l'islam, en tant que religion, dans l'histoire même, a été le détonateur de l'identité arabe. La révélation prophétique de Mahomet est venue sortir le monde arabe. Et à l'époque, le monde arabe, c'est quelques tribus au cœur de l'Arabie saoudite, et par ailleurs. Est venu sortir ce monde arabe de sa situation, de son état, et
a permis l'avènement d'une civilisation, d'une culture et d'un empire. C'est la religion, c'est la révélation mohamédienne qui est venue permettre cela. C'est d'ailleurs les historiens arabes eux-mêmes qui l'ont parfaitement décrit, lorsque le grand historien tunisien Hichem Jaït vient décrire la façon dont Mahomet vient d'abord faire une prophétie purement religieuse à la Mecque, puis chassé de la Mecque, expulsé de la Mecque par la bourgeoisie, va à Médine, et là, à Médine, vient transformer sa prophétie religieuse en un acte de foi religieux mais politique. La création de l'Oumma, de la communauté établie à Médine, a une double dimension immédiate, religieuse et politique. Pour reprendre une expression qui maintenant est devenue classique, Mahomet s'est affirmé à partir de Médine comme prophète, mais également comme roi. Et donc la révélation religieuse de l'islam est venue forger l'identité arabe. Et la civilisation qui en est sortie. À un point incomparable par rapport aux autres monothéismes. On pourrait dire cependant, mais ça c'est une digression, on n'a pas que dans le judaïsme c'est pareil. La relation intime entre le judaïsme et la formation du peuple juif a été extrêmement forte. Pas de peuple juif sans la Bible, pas de Bible sans l'histoire du peuple juif. Hein. Mais c'est l'histoire d'un peuple très délimité qui n'a jamais voulu sortir de lui-même. Alors que toute l'histoire de l'islam et du monde arabe va être de sortir du territoire de l'Arabie pour aller forger une civilisation et un empire à l'échelle mondiale. Hyperprésence du religieux également dans le domaine, dans sa dimension sociétale. L'islam, la religion musulmane, va profondément marquer, s'inscrire dans l'ordre social. L'organisation même de la société va immédiatement être forgée par un certain nombre de préceptes, de règles, de pratiques qui vont constituer ce qu'on appelle aujourd'hui encore les composantes d'une société musulmane. Et ce d'autant plus que le droit ne sera jamais, jusqu'à aujourd'hui, civilisé, laïcisé. Le droit, pour reprendre l'expression d'un grand juriste tunisien, le droit descend de Dieu. La charia. On pourra disserter sur ce qu'est la charia, qui n'est pas ce que l'on pense, mais toujours est-il que les principes présents dans le Coran, les quelques principes présents dans le Coran, et développés par les hadiths et par la sunna, vont être ceux qui vont organiser juridiquement la société. Autrement dit, l'entremêlement entre religieux, société et droit est tout à fait spécifique dans le monde de l'islam par rapport à ce qu'il sera dans notre monde. De plus, la religiosité des musulmans va venir aiguiser cela. Louis Massignon a eu cette très belle phrase: l'islam est la religion de la foi, le judaïsme est la religion de l'espérance, et le christianisme est la religion de la charité, d'amour. L'islam, religion de la foi,
cette foi en Dieu indicible, absolu, est extraordinairement profonde et demeure un élément extrêmement fort des sociétés musulmanes. Les musulmans n'hésitent pas aujourd'hui à exprimer leur foi dans la rue, en public, parce que leur foi est bien plus profonde, et restée bien plus profonde que celle d'autres peuples et d'autres sociétés. Enfin, hyperprésence du religieux dans le politique. Le religieux va devenir une idéologie politique. Pour une raison simple, c'est que le prophète ne s'est pas donné de successeur, n'a pas défini la façon dont l'empire qui était en train de se construire devait être gouverné. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une lutte entre des clans, des factions, la famille du prophète et d'autres factions qui vont conduire à ce qu'on appelle la grande dispute, la fitna, laquelle va amener les uns et les autres à brandir le religieux pour légitimer son pouvoir politique. Les califes, puisque le régime qui va être instauré va être celui du califat, vont fonder leur pouvoir et leur autorité sur la seule chose qui existe, c'est le religieux. Le Coran, la révélation mohammedienne. Et ceux qui viennent contester les califes en place et vouloir la mise en place d'autres acteurs vont également brandir le religieux en disant que les califes institués ont trahi et qu'il faut les remplacer. Ça va être l'apparition des schismes, dont le principal, le chiisme, va être tout à la fois politique et religieux. C'est en quelque sorte l'avènement de l'islamisme, sans que le mot soit encore employé, dès les premiers siècles de l'histoire du califat. Voilà, donc cette introduction pour dresser le tableau. On ne peut pas comprendre, effectivement, on ne peut pas parfaitement comprendre ce qui se passe dans le monde arabo-islamique si on n'a pas la conscience du poids, du rôle, de la prégnance du religieux dans les domaines culturels, sociétal et politiques depuis les origines jusqu'à nos jours. Et ça continuera. Le religieux continuera à être un élément indissociable de l'évolution des sociétés. On en parlera tout à l'heure. Yad Ben Achour, le grand juriste tunisien qui a été le président de l'instance de transition tunisienne après la chute de Ben Ali, dans une conférence qu'il a faite à l'Institut du monde arabe, est venu dire « Nous, Arabes modernes et modernisés, nous avons tous deux natures, une nature traditionnelle et une nature moderne. En nous. » Alors, cette introduction nous amène à, disons, un premier point qu'on pourrait appeler l'archéologie de l'islamisme. L'islamisme, c'est le religieux devenu politique. C'est le religieux transformé en idéologie politique. Et cette idéologie politique vient affirmer que les sociétés, en tout cas les sociétés musulmanes, doivent être gouvernées par le religieux. Par les religieux et par le religieux. Cette
relation intime entre le politique et le religieux qui caractérise l'islamisme, vous allez le retrouver à différentes époques chez les autres, en dehors du monde de l'islam. Le calvinisme initial, Calvin voulait bâtir à Genève une cité idéale fondée sur le religieux. Le sionisme religieux, dans l'histoire du sionisme, une branche du sionisme, vient légitimer toutes les pratiques qui sont les leurs au nom du religieux. Il s'agit de bâtir un État qui s'inscrive dans la continuité de l'État biblique à partir des paramètres qui étaient ceux de la Bible. Et dans le christianisme, ça a été les tentatives ou les discours sur le théocratisme, c'est-à-dire la cité gouvernée par le religieux. Simplement, dans le monde chrétien, le théocratisme n'a pas réussi. Il a été en quelque sorte détruit par l'irruption de la modernité, mais dès le départ, le théocratisme avait du plomb dans l'aile, si je puis dire, parce que dès l'origine, le christianisme a reposé la fameuse phrase, n'est-ce pas, César et Dieu. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est. Le dualisme des deux cités, la cité des hommes et la cité de Dieu, ensuite développé de façon magistrale par saint Augustin, ce dualisme est à l'origine même des affirmations du christianisme sur les rapports entre le politique et le religieux. Même si les tentations théocratiques seront présentes à certains moments, dans le constantinisme, dans le byzantinisme ou ailleurs. Dans l'islam, ce sera différent. Ce sera différent parce que, on l'a dit, dès l'origine, le prophète est venu, a fait une transition. Il est passé de la religion seule, l'expérience mécoise, à l'état prophétique, l'expérience médinoise. Cette approche d'une cité, d'une communauté animée par le religieux va venir, on l'a dit, légitimer à la fois les systèmes califales et ceux qui se sont opposés au système califal. Et le développement, l'apparition de l'islamisme va se faire en deux temps, sans que le mot soit prononcé. Le premier temps sera la victoire de l'école fondamentaliste et littéraliste sur l'école, j'allais dire, libérale et ouverte. L'école libérale et ouverte, c'est ce qu'on a appelé le mutazilisme, qui va déboucher sur Averroès, dans laquelle est affirmé qu'à côté du poids que représente Dieu, il y a l'homme, et qu'il y a une autonomie de l'homme. Il y a une liberté et une autonomie de l'homme. Eh bien, cette approche va être contrebattue par l'approche inverse, littéraliste, intégriste, qui va triompher à l'époque par celui qui l'a porté. C'est Ibn Hanbal, c'est un nom à retenir, H-A-N-B-A-L, qui, dès le 8e siècle, va venir affirmer que l'homme n'a pas de liberté, n'a pas d'autonomie, qu'il dépend entièrement de Dieu, que le Coran est incréé, et qu'il faut donc, pour interpréter le Coran, le suivre à la lettre. Et que cette interprétation ne peut être faite que par les religieux, les oulémas. Et donc que le pouvoir doit appartenir
aux ulémas. Et ce qui va se passer, c'est que dans l'histoire des siècles qui vont suivre, les conservateurs et les intégristes l'emporteront sur les libéraux. Un autre nom est à retenir parce qu'il est encore plus important que celui d'Handball. Il est celui de Ibn Tamya. Ibn, I-B-N, Tamya, T-A-M-Y-Y-A, au XIIIe siècle. Ibn Tamya, juriste, théologien d'origine syrienne, va forger ce que Bruno Etienne a appelé l'islamisme radical. Tout ce qui est l'idéologie initiale des frères musulmans, d'un côté, de Ben Laden, de l'autre côté, des salafistes, de l'autre côté, c'est retrouvé, élaboré dans les écrits, les paroles, les affirmations d'Ibn Tamya. Qui était Ibn Tamya? Ibn Tamya assiste au déclin des califes, qui à l'époque n'étaient plus arabes d'ailleurs, étaient perses, face à l'invasion mongole. Les Mongols viennent envahir l'empire islamique, vont en prendre les rênes, face à l'impéritie, à la corruption, à la décadence des califes. Ibn Tamya vient réagir face à cette décadence et face à l'invasion des Mongols, en disant il faut défendre notre identité. Il faut donc chasser les califes qui n'ont pas rempli leur tâche, et il faut en revenir au comportement et aux principes de la première époque, de l'âge d'or, le fameux âge d'or des premiers califes. Il faut en revenir à l'âge des ancêtres, le salafisme. Salaf veut dire littéralement les ancêtres. Retour aux ancêtres. La seule façon de pouvoir assurer notre développement et notre identité, c'est le retour aux principes des ancêtres. Et c'est ce qu'il va appeler lui-même, Ibn Tamya, c'est le titre de son livre, La politique de la charia. Le pouvoir doit être intégralement religieux dans ce qu'il exerce et dans son domaine d'application à la société. Ce sera la seule façon, donc là on revient au hanbalisme, le retour au littéralisme, au respect strict du Coran, nous permettra d'en revenir par la purification, au comportement positif qui étaient ceux des premiers califes, afin d'éviter la corruption, la décadence. Ces paroles d'Ibn Tamya vont être extrêmement populaires dans le monde arabo-musulman du XIIIe siècle. Et donc, l'alliance va se faire entre cette approche radicale et le peuple, face aux dirigeants, face aux califes, face à ceux qui ont trahi, qui doivent être renversés. Ainsi, l'islamisme, sans que le mot soit encore prononcé, apparaît dans les faits comme une idéologie politique de contestation du système établi, comme une idéologie d'opposition. Et cette idéologie d'opposition aura d'autant plus de possibilités d'exister que le champ politique n'existe pas, que l'espace politique n'existe pas. Il n'y a aucune amorce à l'époque, on est au XIIIe siècle. Dans l'Europe, on n'en est pas encore là, mais il y a des amorces en Europe, avec les premiers éléments de la bourgeoisie, les premiers éléments d'alliance, de relations entre le prince et la société. Là, absolument pas.
ni constitution, ni nation, ni citoyenneté, tous ces champs, ces éléments du champ politique, n'apparaîtront dans le monde arabo-islamique qu'au XIXe siècle. Donc, l'espace politique est occupé par ceux qui ont le pouvoir, les califes et ceux qui les entourent, et par le religieux. Le religieux étant l'alternative aux politiques existants. Eh bien, cette archéologie de l'islamisme va faire son chemin jusqu'au XIXe siècle, où là, on peut parler de la naissance de l'islamisme politique. Fin XIXe, début XXe. L'islamisme politique va apparaître dans un contexte très, bouleversé et bouleversant, qui est celui du choc entre le monde arabe et le monde européen. L'expédition Bonaparte est le prélude au retour de l'Europe dans la région. L'Europe, les Européens, défaits dans les croisades, n'étaient plus jamais allés sur la rive sud. Il y avait une sorte de barrière qui s'établissait en Europe, aux limites de l'Empire ottoman, aux portes de Vienne, Constantinople étant tombée, donc toute la zone des Balkans étant dans l'Empire ottoman, et l'Europe étant, des Habsbourg, étant face à ce monde musulman, puis ottoman, dans un rapport de face à face qui va durer pendant tout le Moyen-Âge, la Renaissance et les temps modernes. Et bien là, après 5-6 siècles, l'Europe remet les pieds sur la rive sud, avec éclat, puis avec violence, avec arrogance et avec efficience. Le monde arabo-islamique perçoit l'Europe comme une véritable menace face auquel il va chercher à savoir comment il faut réagir. Après l'expérience de Mehemet Ali en Égypte, qui est une expérience très intéressante parce que c'est une expérience moderniste imposée par le haut, à la façon dont Mustafa Kemal, un siècle plus tard, va agir en Turquie, mais qui, elle, ne va pas réussir, va échouer, eh bien, le débat va porter sur que devons-nous faire? Que s'est-il passé et que devons-nous faire? Comment expliquer que notre puissance, notre civilisation, soit en train d'être dépecée, pénétrée, dépecée par l'Europe? Et ça va être le grand débat qui va venir véritablement forger les problématiques modernes et de l'islamisme et du modernisme dans le monde arabe. Personnifié à travers 3 grands noms, Afghani, Abdou et Rida. Afghani, A-F-G-H-A-N-I, Abdou, A-B-D-U-H, et Mohamed Rida, R-I-D-A-H. Afghani, grand esprit, d'origine perse d'ailleurs, vient à dire, ben voilà, face à l'Europe, face à cette modernité européenne, il nous faut faire notre propre réforme, mais notre réforme religieuse. Il faut que nous fassions ce qu'a fait le protestantisme dans le monde européen. L'Europe est devenue moderne parce que le protestantisme, le luthérianisme et le calvinisme sont venus booster le monde européen. C'est la réforme religieuse qui a précédé la réforme politique. Eh bien, procédons à la réforme religieuse de notre foi, de notre religion, de l'islam.
de façon à y intégrer des éléments acceptables de la modernité européenne, mais surtout de façon à éviter l'occidentalisation, à ce que nous restions dans notre identité tout en reprenant des emprunts de cette modernité européenne. Priorité à la réforme religieuse. Afghani va être le point de départ de tout ce qu'on a appelé par la suite l'islam modéré ou l'islam moderniste, l'islam des Lumières. Voilà. Le débat sur la réforme religieuse. Abdou va aller beaucoup plus loin. Abdou va venir dire il faut faire le concordisme, le compromis historique entre le religieux qui est le nôtre et l'Europe et la modernité. Il faut l'accepter telle qu'elle, cette modernité. Bien sûr, nous devons préserver notre foi, notre religion, mais cette modernité européenne est bonne en soi, il nous faut l'intégrer. Dans nos schémas, dans notre langage, mais il nous faut l'intégrer. Abdou, c'est en quelque sorte ce que l'on a appelé le néo-mutazilisme. C'est-à-dire cette école mutazilite qui avait échoué, n'est-ce pas, au XIe siècle, et qui était l'école de l'islam éclairé. Et puis Rida, à l'inverse, Rida va venir dire il nous faut en revenir à l'âge d'or. Il nous faut en revenir à la pratique des premiers siècles. Il nous faut être salafistes intégraux. Il nous faut complètement fermer la porte à la modernité occidentale, intrinsèquement perverse, dangereuse pour notre foi, dangereuse pour notre société, et inventer par nous-mêmes, mais à partir du Coran, une nouvelle façon d'être, mais qui soit fondée sur le respect littéral du Coran. Et donc, il nous faut chasser les potentats arabes qui existent, chasser le sultan, et remettre en place, c'est handbalisme et imtamia, mettre en place un pouvoir religieux. Eh bien, c'est Mohamed Rida qui va des trois, je veux dire, être le plus influent dans les sociétés arabes par la suite, étant entendu qu'Abdou, son influence restera très minoritaire, et qu'Afghani inspirera plus ou moins les tenants de l'islam modéré, mais qui ne sont pas sur le devant de la scène. L'islam, pour Rida, donc, devient un projet social et politique, et pas seulement une religion. C'est en ce sens précis que l'islamisme est une idéologie. Une idéologie, c'est un projet politique. C'est un projet politique fondé sur une analyse et sur des convictions. Et bien là, la religion devient projet politique et ordre social, qui doit permettre de contester, de faire la double contestation de l'Occident et la contestation des pouvoirs établis dans le monde musulman de l'époque, autrement dit, les sultans ottomans. On voit bien donc les deux voies de la réforme qui vont apparaître à travers ce débat. Notre monde ne pourra se sauver que par une réforme prenant en compte la modernité occidentale, Afghani, mais surtout Abdou. Nous ne pourrons nous en sortir qu'en nous protégeant de la modernité occidentale et en revenant à nos sources, à notre identité profonde, Rida. Ce débat va se fermer, le débat politique n'aura pas lieu pendant 50 ans, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être l'explosion des nationalismes arabes. La lutte contre l'Empire ottoman. La conquête des indépendances, par les uns et par les autres. Et le primat va être celui de la lutte pour l'indépendance, et donc l'affirmation du nationalisme
sur les débats politiques quant à la société et quant à la politique. Et ce débat va d'autant plus être fermé que les nationalismes arabes déboucheront sur des indépendances et des États qui seront tous plus ou moins gérés par des despotes, par des systèmes autoritaires, lesquels, évidemment, se garderont bien de réouvrir le débat sur la société et sur le politique. Autrement dit, une longue parenthèse sur le lien entre modernité, religion et politique et société se fera entre les années 1920 jusqu'au printemps arabe. Alors, dans ce champ clos, qu'est-ce qui apparaîtra? Eh bien, les héritiers de la pensée islamique. Les seuls qui arriveront à forger une alternative, une contestation, qui auront une existence, un fonctionnement, ce seront ceux qui, s'inspirant de la pensée de Rida, s'appuyant sur le religieux présent partout, viendront affirmer que le projet politique doit être celui de la construction de sociétés religieuses. L'islam, c'est la solution. Ce sera le slogan des frères musulmans. Les frères musulmans apparaissent dans les années 30, en 1923, directement issus de la pensée de Rida. Hassan el-Banna, qui vient fonder les frères musulmans, vient fonder une confrérie, les frères, dont il veut faire une sorte de noyau dur destiné à organiser cette construction donc d'un projet politico-religieux sociétal fondé sur l'islam à 200%, si je puis dire. Les frères musulmans donc naissent en Égypte dans les années 30. La confrérie se développe dans différents milieux, milieux populaires et milieux bourgeois. Les pouvoirs établis laissent faire. On ne va pas lutter contre des gens qui pratiquent les religieux, qui affirment le religieux. Lorsque Nasser arrive au pouvoir, il va d'abord s'entendre, dialoguer avec les frères musulmans, mais très vite, il va les réprimer. Et la seule opposition organisée donc, au pouvoir établi de Nasser, puis de Sadat, puis de Moubarak, ce seront les frères musulmans. Ce seront les frères musulmans qui lutteront contre Nasser, ce seront des éléments des frères musulmans qui assassineront Sadat, ce seront des frères musulmans qui contesteront Moubarak. Donc la seule contestation politique, ce sera celle de l'organisation des frères musulmans qui, par ailleurs, obtiennent des succès élargis dans la société égyptienne par le fait qu'ils organisent toute une série d'activités sociales, scolaires, éducatives, culturelles, de bienfaisance. Ils prennent en main les services publics délaissés par l'État. Ils font à la fois la sécurité sociale, l'école, les dispensaires, l'éducation. Cette organisation des frères musulmans, qui est aujourd'hui donc la force principale de l'islamisme politique, va essaimer. Les frères musulmans vont s'exporter, si je puis dire, au Maghreb, en Tunisie, essentiellement, mais aussi au Maroc. Ils vont aussi s'exporter en Algérie, Ranouchi, le fils. Ils vont s'exporter dans le Machrek, dans tous les pays du Machrek. Vous avez encore aujourd'hui donc des organisations musulmanes, dont certaines ont pignon sur rue. Le Hamas, c'est tout simplement l'organisation palestinienne des frères musulmans.
Alors, on en arrive, pour aller vite, au point suivant. Et aujourd'hui, un mot sur les printemps arabes. Les printemps arabes sont venus révéler que dans ces sociétés arabo-islamiques, marquées par tout ce que je viens de dire, eh bien, le processus de modernisation sociale, culturelle, humain, va être à l'œuvre de façon extrêmement forte, sans qu'on s'en aperçoive, et va nous éclater au visage par les événements tunisiens et égyptiens. Ce qui s'est passé dans le monde arabe depuis un siècle, c'est le développement de ce que Gilles Kepel a appelé les couples du pharaon et du barbu. Le pharaon, les despotes, les systèmes autoritaires, diversifiés, de la Libye, il peut être des despotes modérés, Maroc, Jordanie, ou des despotes très autoritaires, mais des despotes, des systèmes, les pharaons, et les barbus, c'est-à-dire les frères musulmans, et tous ceux qui les entourent. Et que cela va conduire les despotes à convaincre le monde occidental que le danger islamiste est tel qu'il faut les soutenir, même si ce n'est pas la démocratie, parce que on passerait le Karim dans Silla si ces régimes disparaissaient. Ça a été notre politique, la politique de l'Union européenne, la politique américaine, la politique occidentale, qu'on peut comprendre. L'expérience de la guerre civile algérienne a été tellement traumatisante, et puis il va y avoir le 11 septembre, et puis les attentats, que les opinions européennes, les dirigeants européens, vont évidemment avoir un souci légitime de stabilité, de sécurité, et s'appuyer sur les régimes en place pour lutter contre le terrorisme et laisser faire ces régimes dans leur lutte contre les islamistes en place dans leur pays. Mais ce couple du pharaon et du barbu occultait les changements sociaux à l'œuvre dans les sociétés arabes. Nous n'avons pas vu, d'ailleurs tous les sociologues, tous les islamistes ont battu leur coule pour le lendemain des printemps arabes, que ces mondes avaient profondément évolué, que les sociétés avaient profondément évolué. De nouveaux groupes sociaux, notamment dans la jeunesse, des groupes sociaux mondialisés, occidentalisés, modernisés. Des nouvelles sociétés civiles, s'appuyant sur les forces syndicales, les mouvements associatifs, les mouvements féministes, etc. Le nouveau statut féminin dans le monde arabo-islamique. On n'a pas perçu, il a fallu les travaux d'Emmanuel Todd, publiés il y a 2-3 ans, à quel point la révolution féminine s'est accomplie dans ces mondes-là. Le taux de fécondité de la femme iranienne et arabe est tombé de 6 à 2, en l'espace de 20 ans. C'est une révolution profonde au sein de la famille, au sein du couple. Les femmes arabes ne vont pas seulement à l'université. Les femmes arabes ne sont pas seulement maintenant dans le monde du travail.
les femmes arabes ont revendiqué silencieusement et avec réussite un nouveau statut dans le couple, dans la famille, par rapport à l'enfant. Et on s'en est aperçu lorsque les images de la place Tahrir montraient qu'à côté des hommes, il y avait beaucoup de jeunes femmes. Nouveau comportement socio-culturel, c'est le développement de l'individualisme dans les sociétés qui étaient autrefois très marquées par les clans, les tribus, les familles. Un individualisme couplé à un besoin de liberté et de modernité. Autrement dit, les sociétés arabes se sont sécularisées en 20 ans. Une sécularisation spécifique. Le religieux est toujours très présent, bien plus que chez nous, mais une sécularisation quand même. Et c'est cette sécularisation des sociétés qui a été le facteur déterminant des explosions des printemps arabes de 2011. Qui a manifesté? Et comment? Ça a été des révolutions, parce que ce sont des révolutions, puisqu'elles ont renversé des pouvoirs politiques, inorganisées, mais, comme on a dit, c'était les premières révolutions cybernétiques. Le Twitter, mail, a été un facteur déterminant. Des révolutions par le bas et pas par le haut. Les partis politiques ont été complètement absents. Des révolutions laïques. Reprenons toutes les premières semaines d'événements de la place Tahrir, mais également en Tunisie. Pas un slogan religieux, et d'ailleurs pas un frère musulman n'était présent dans les manifestations, au départ. Autrement dit, ces révolutions sont venues révéler la présence active de forces modernes, laïques, démocratiques, occidentalisées, notamment chez les jeunes, mais aussi dans ces générations professionnelles, travaillant dans les grandes sociétés, mais aussi dans un certain nombre de villes moyennes, de Tunisie comme d'Égypte, où ces éléments-là ont été présents. Les printemps arabes ont en quelque sorte déchiré le voile qui recouvrait les réalités des sociétés et des systèmes. Le voile, c'est les images combinées que nous avons encore du 11 septembre, du terrorisme, du djihadisme et du despotisme. Le voile a été déchiré. Mais, on l'a dit au départ, il y a eu le temps des printemps et il y a eu le temps de l'hiver. Après les printemps arabes, les hivers islamistes, a-t-on dit. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que les printemps arabes, en fait, ont servi de révélateur au sens chimique du terme aux trois réalités essentielles actuelles du monde arabo-islamique. La première réalité, c'est celle de l'épuisement du despotisme oriental. L'épuisement d'un système. Dehors. Le slogan qui était présent du Yémen à la Tunisie, d'Égypte à la Syrie, c'est « dégage ». Dégage. Ces révolutions se sont faites contre le système dictatorial et autoritaire. Cette demande de liberté, de droit et de démocratie est profonde et irréversible. On a pu parler de révolution tocquevillienne. Tocqueville. Pourquoi? Parce que lorsque Alexis de Tocqueville est venu analyser la Révolution française,
Il a dit la Révolution française, c'est pas du tout une révolution des riches contre les pauvres. C'est une révolution de la bourgeoisie contre un système bloqué. Les révolutions sont faites, non pas par les pauvres, mais au contraire par ceux qui se sont enrichis, qui ont acquis des biens et qui revendiquent des droits. Eh bien, les révolutions arabes ont été des révolutions Tocqueville dans ce sens, dans la mesure où il s'agit de revendiquer des droits, l'égalité juridique, les libertés publiques, la transparence, les élections, la création d'un espace public. Et cela, je dis, est irréversible. Les élections qui ont eu lieu, maintenant on commence à avoir un certain recul, en Tunisie, en Égypte, mais aussi au Yémen, mais aussi en Libye. Et ce qui s'est passé au Maroc. Montre que la chute, y compris de Moubarak, qu'on croyait très populaire, était souhaitée par le peuple. Les peuples arabes ne veulent plus de ce système sur lequel ils ont vécu pendant un siècle. Ils veulent la démocratie. Et ceci vaut d'un bout à l'autre du spectre politique. Cette demande de démocratie, cette volonté d'espace public de liberté, elle s'imposera aux islamistes, aux salafistes, comme elle s'est imposée face aux systèmes établis antérieurs. Épuisement du despotisme. La deuxième réalité révélée par les printemps arabes, c'est l'épuisement de certaines formes de l'islamisme politique. Je dis bien de certaines formes de l'islamisme politique. La forme du djihadisme. Le djihadisme, encore un mot, on fait sortir le djihad. Le djihad, c'est un concept présent dès l'origine, à la fois dans le Coran, dans la Sunna, et qui a plusieurs sens, comme tous les mots, comme tout le langage, cette extraordinaire richesse de la langue arabe. Le djihad, d'abord, ce qu'on appelle un peu le petit djihad, c'est l'élan intérieur, la tension intérieure, la dynamique intérieure, par la prière, par la contemplation, par l'action. Et puis il y a le djihad extérieur. Le djihad extérieur, c'est l'action du musulman vis-à-vis de son environnement. Et dans le djihad extérieur, eh bien, compte tenu du fait qu'il a fallu que l'empire se crée et se développe, face à ce qu'il y avait en face de lui, des chrétiens, des juifs, cette idée qu'il faut à un certain moment combattre pour pouvoir s'imposer ou se défendre, va apparaître. Mais c'est l'une des formes du djihad. C'est pas celle qui est dominante d'ailleurs dans le Coran, mais c'est celle qu'on va retenir, nous. Et c'est celle que vont retenir certains éléments qui vont se référer au djihad pour fonder, exprimer un djihadisme, c'est-à-dire une volonté de lutte politique et militaire contre les ennemis de l'islam. Alors ce djihadisme s'applique aussi bien à la lutte contre les régimes établis qu'à l'encontre de l'Occident. Le premier adversaire des djihadistes, c'est pas l'Occident. Le premier adversaire de Ben Laden, c'était pas l'Occident. C'était le régime saoudien. Sur les régimes en place. Toute la stratégie de Ben Laden visait, en fait, à provoquer une mobilisation des sociétés arabes par des événements spectaculaires, le 11 septembre, de façon à ce que les masses arabes se mobilisent
pour renverser les régimes établis qui ont trahi et qui sont corrompus. Eh bien, le djihadisme est mort, s'est épuisé. La double mort de Ben Laden. Il est mort physiquement, mais il est mort aussi politiquement. Il est mort politiquement, malgré ce qui se passe au Sahel, enfin on peut en parler, parce que les masses arabes, les sociétés arabes et autres, toutes les sociétés musulmanes, ont rejeté les appels à la mobilisation, ont rejeté le djihadisme. Et aujourd'hui, aucune force politique, islamiste ou autre, ne revendique un djihadisme quelconque. Mais il y a aussi l'épuisement de ce qu'on appelle, Olivier Roy a écrit un livre provoquant qui s'appelle L'échec de l'islam politique. En fait, l'islam politique préconisait l'avènement d'un régime de retour à un calife qui gouvernerait l'ensemble du monde arabe. Le retour aux sources. Un islamisme, théocratie, régime califal. En pensant que ceux qui avaient pris le pouvoir en Iran, en 1979, instauraient un régime de ce genre. Quand ils ont commencé à... Eh bien, cette forme d'islamisme politique est morte. Aujourd'hui, plus aucune force islamiste, plus aucun parti islamiste ne revendique ouvertement, en tout cas, l'avènement du califat, l'avènement d'une théocratie, l'avènement d'un pan-islamisme. Parce que les sociétés ont bougé, ont changé, et que les partis islamistes actuels sont dans le paradoxe qu'ils ont gagné les élections, mais qu'ils sont immergés dans des sociétés modernisées. Ceux qui ont voté pour Ennahda en Tunisie ou pour les frères musulmans en Égypte, pour certains d'entre eux, minoritairement, ont voté pour un régime théocratique, mais l'immense majorité de ceux qui ont voté pour Ennahda ont voté pour la démocratie. Et pour la mise en place, en donnant crédit aux partis qui avaient été les principales forces d'opposition, de pouvoir mettre en place cette démocratie et des réformes économiques. Et la troisième réalité révélée par les printemps islamiques, c'est celle que j'ai indiquée, le poids de la modernisation sociale dans les sociétés. Mais en même temps, face à ces trois réalités, les printemps islamistes, parce qu'ils ont conduit à un système démocratique, élections transparentes, ont conduit à ce que les partis islamistes gagnent ces élections, en Tunisie comme en Égypte. D'où le choc en Occident. Ces partis ont gagné les élections pour des raisons très, très évidentes. D'abord, c'était les seules forces politiques structurées. Parce que les dictatures en place avaient complètement laminé tout l'espace politique. Ils ne pouvaient pas laminer les frères musulmans, là, car ils étaient trop puissants. Ils géraient trop de choses. Mais même si à certains moments la répression était très forte. Mais les autres partis, les petits partis démocratiques et autres, ont été laminés. Deuxièmement, frères musulmans et Ennahda étaient perçus comme la force légitime de résistance à l'oppression. De même que les partis communistes, en 1945 en Europe, étaient perçus comme des forces légitimes parce que présentes dans la résistance. Enfin, les gens ont voté pour ces partis islamistes parce que qui leur donnait la sécurité sociale, le système éducatif, la solidarité, les subventions? C'était les groupes islamistes de leur quartier qui faisaient à la fois du religieux, du sociétal et du politique.
Tous ces facteurs expliquent les résultats des premières élections. Et aujourd'hui, on va en rester là, peut-on dire que ces forces que sont l'islamisme et le salafisme vont devenir des courants politiques comme les autres, à côté des autres courants politiques qui vont se développer? L'interrogation est posée. Et on ne peut pas y répondre aujourd'hui. On ne peut pas y répondre parce qu'on est dans un processus historique, de longue durée, même si l'histoire s'accélère. La Révolution française est passée par différentes phases. La Révolution bourgeoise, la Révolution jacobine, la Terreur, Thermidor, puis ça a conduit à Bonaparte, et puis bon. Et il a fallu un siècle pour que la République s'installe. Aller-retour de l'histoire. Hegel a triomphé. Ça ne prendra pas un siècle. L'histoire s'accélère. Mais les hésitations, les allers-retours, les sinuosités, la complexité des parcours politiques, des trajectoires politiques, vont être multiples et divers. Car là, on est resté dans les généralités. Chaque pays a son histoire. L'Égypte n'est pas la Tunisie. La Syrie est encore autre chose. Chacun a ses traditions politiques. Et donc, les courants dits islamistes sont plus ou moins présents, plus ou moins actifs, plus ou moins alliés à d'autres forces, et conduiront des politiques plus ou moins tournées vers la laïcité, la sécularisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment tout à fait passionnant, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, où dans les deux pays, le gouvernement est à majorité islamiste, où les dirigeants, Premier ministre en Tunisie, président en Égypte, sont islamistes, El-Nada et frères musulmans, mais où l'agenda est celui de l'élaboration de constitutions qui conduiront à de nouvelles élections. Et quand on suit les débats des deux constituantes actuelles, la tunisienne et l'égyptienne, c'est tout à fait passionnant. Les constituants, islamistes et laïcs, débattent du rôle de la charia par rapport aux autres sources du droit, du statut de la femme, du rôle de la religion, de son inscription dans le préambule des constitutions. Et ces débats sont extrêmement vifs, mais très riches, et ne sont pas tranchés. En Tunisie, on s'aperçoit que, disons, l'esprit laïque, en quelque sorte, prédomine, y compris chez El-Nada. On dit les formulations actuellement élaborées et sur le statut de la femme et sur le rôle de la charia, par rapport à la constitution antérieure, n'introduiraient pas de véritable novation dans le sens islamiste. En Égypte, c'est plus compliqué parce que les frères musulmans sont en quelque sorte doublés sur leur gauche par les salafistes, lesquels, eux, revendiquent un retour intégral à l'islam. Et donc les frères musulmans sont obligés de se garder sur leur droite, par rapport aux forces laïques, et de se garder sur leur gauche, pour garder leur assise et leur légitimité. Très difficile. Autrement dit, le paradoxe est celui d'une victoire électorale des forces islamistes, mais cette victoire électorale va les conduire, pour la première fois, à s'affronter aux réalités du pouvoir. Réalité économique, réalité sociétale, réalité politique. Quand on voit que Mohamed Morsi, l'actuel président égyptien,
qui a pris maintenant véritablement le pouvoir depuis, en fait, l'éloignement des militaires au mois d'août, qui a préservé la relation avec les États-Unis, l'accord avec Israël, est en train de conduire une politique, disons, pragmatique, on voit bien qu'il y a un processus, disons, allons-y, de social-démocratisation de l'islamisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept provoquant. Ça veut dire que ceux qui avaient une idéologie, le marxisme, ont dû s'éloigner ou renoncer, ou interpréter leur idéologie pour s'adapter aux réalités. Ça a été l'histoire de la social-démocratie. Et la scission entre la social-démocratie et le marxisme. Eh bien, ce processus de prise de distance avec l'idéologie, l'islam est la solution, est en train de s'accomplir. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Il peut y avoir des allers-retours. Mais en tous les cas, il est à l'œuvre, car vous êtes dans cette dialectique d'une modernisation sociale et d'une identité islamiste. C'est d'autant plus compliqué que l'islamisme, les forces islamistes, et on en revient à notre point de départ, s'inscrivent dans toute la trajectoire historique du monde arabe. Répondent à une préoccupation profonde d'une partie des sociétés arabes, qui est la présence du religieux, le rôle du religieux, le poids du religieux, qui doit permettre, bien sûr, d'aller à la modernité, mais qui doit rester. Et cette conciliation-là, j'allais dire, cette laïcisation de la rive sud de la Méditerranée, on ne sait pas où elle débouchera, mais elle est en cours. Voilà ce que l'on peut dire, en brossant de façon très, très schématique, si vous voulez, en partant de l'histoire et en allant jusqu'aux réalités actuelles, ce qu'est cette relation entre l'islam et l'islamisme. L'islam est des trois monothéismes celui qui a été le plus loin dans la construction d'une société politique. L'islam a bâti un empire, l'empire islamique. Il s'affirmait comme tel, il se présentait comme tel. Et quand une religion vient fonder un système politique et un empire, eh bien, il met les mains dans le cambouis. Mais la réciproque est vraie. Le politique instrumentalise le religieux pour légitimer son pouvoir, mais le religieux est tenté de gérer le politique, de prendre une part du politique. Et donc, l'originalité même de ce monde, c'est que, dès le départ, vous avez eu cette unité, en tout cas cet entremêlement du religieux et du politique qui n'a jamais disparu. Mais aujourd'hui, on est peut-être à un moment où cet entremêlement, je ne dis pas va prendre fin, mais va connaître un nouvel équilibre dans la mesure où les sociétés ont en quelque sorte pris leur revanche sur les pouvoirs politiques et sont en train de s'affirmer dans leur complexité comme des acteurs dirigeants de ces mondes. L'islam politique peut très bien devenir donc une force politique parmi les autres. L'islam politique peut être la force dominante pendant des dizaines d'années. L'islam politique peut un jour être tenté par la conquête du pouvoir absolu. Je laisse ouvert le champ à dessein, mais en tous les cas, je crois qu'il faut garder à l'esprit que
le monde de l'Occident, paradoxalement, est bien plus présent au Sud aujourd'hui qu'il ne l'a été du temps de la colonisation, et que les revendications de démocratie, d'égalité, de liberté, de droit qui ont eu lieu à Téhéran dans la Révolution verte avant les printemps arabes et qui ont lieu maintenant dans tout le monde arabe montrent bien, je dirais, cette universalisation d'une certaine modernité. Voilà.